Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis aujourd'hui de vous accueillir pour notre nouvelle conférence aujourd'hui. Je suis en compagnie de Fabrice Fauvol, fondateur de Kirao et gérant du fonds Kirao Multicap, qui va nous parler de la stratégie Kirao Multicap. Stéphane Dubos, qui est analyste senior chez nous sur le secteur médical, et Thomas Gietta, qui est également analyste pour tout ce qui est bien équipement. Les micros des participants pour cette conférence resteront en mode muet durant l'ensemble de la conférence. N'oubliez pas, si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez les formuler par écrit et vous avez un onglet sur la droite. N'hésitez pas à les poser quand vous le souhaitez, et en cas de besoin, on reste également disponible par mail, que ce soit moi ou Philippe, à l'adresse suivante t.blaise@kirao.fr. Je laisse la parole à Fabrice maintenant pour vous expliquer notre stratégie, notamment sur l'année 2020 et nos perspectives sur 2021. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme Mégane l'a spécifié, nous avons centré notre présentation sur un bilan de Kirao Multicap en 2020 et les perspectives de 2021. La présentation va s'articuler autour d'une présentation rapide de la société et de son actualité, ainsi qu'un rappel du process et des cas d'investissement. Donc, sur la société, en quelques mots, nous sommes 7 personnes aujourd'hui. La société a un petit peu plus de 6 ans. Nous gérons environ 1 milliard d'euros d'encours sous 3 stratégies, uniquement du stock picking basé sur une forte analyse fondamentale. Donc, à travers 3 fonds, le fonds Kirao Multicap sur les large cap France-Europe et le fonds Kirao Small Cap sur les small cap, et Kirao Multicap Alpha qui est un fonds patrimonial. Nous avons aussi beaucoup travaillé cette année sur notre démarche ISR et RSE, et nous en dirons quelques mots. Donc, en termes d'encours, l'année a été une année de croissance, puisque sur Multicap, on a collecté un peu plus de 50 millions d'euros net, et sur la société, environ 80 millions d'euros, toutes stratégies confondues, avec de nombreux nouveaux clients, dont notamment des institutionnels qui nous rejoignent et qui se développent, et qui comptent désormais pour 20% de nos encours, toujours une base fortement française à 85%. Quelques faits marquants, donc des éléments qui sont récurrents, comme le renforcement des équipes, comme la venue de Bastien sur l'analyse auprès de SAD sur le fonds Small et Mid Cap, et puis en développement commercial, la venue aussi de Philippe Blaise, des récompenses que l'on obtient de temps en temps. Il y en a qui vont venir aussi probablement un peu plus tard, les attributions ayant été retardées par le Covid. Sur les ratings, toujours bien notés, notamment près de Morningstar, on est 5 étoiles sur tous nos fonds. Et puis, je laisserai Stéphane, dans la slide suivante à mes côtés, vous parler de l'ISR, sur lequel on a mené de nombreuses initiatives cette année. En ce qui concerne la RSE, donc, au fondement de la société, certaines valeurs qui se traduisent par des initiatives en RSE, notamment ce qu'on appelle l'éco-responsabilité, que ce soit en termes de recyclage de déchets, en termes de politique d'achat, de consommation d'énergie, où on essaye de mener les meilleures pratiques possibles, et ce depuis le début. La formation est aussi quelque chose sur lequel on a mis l'accent depuis le début de la société. Donc, les salariés ont suivi des formations, certaines formations sont en cours de suivi, notamment sur le sujet ISR. Et puis, un point important, c'est le sujet de la philanthropie, puisque on a signé un partenariat avec Impala Avenir, une fondation dont je suis fondateur depuis fondateur de Kirao, mais administrateur seulement de Impala Avenir. Et donc, on a décidé de reverser chaque année 1% du chiffre d'affaires de Kirao. Impala intervient sur des missions d'autonomisation de personnes précaires, notamment jeunes, et particulièrement au travers de 2 associations, les Plombiers du Numérique et la Maison des Marins. En ce qui concerne l'investissement socialement responsable, je vais laisser la parole à Stéphane, qui est à mes côtés, et qui est la personne la plus à la pointe sur ces sujets dans la société.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous parler un petit peu des actions menées par Kero sur le sujet de l'ISA en 2020. Donc, en février, on a signé les principes pour l'investissement responsable des Nations Unies. Un premier rapport de transparence sera publié cette année au premier trimestre 2021. On a également mis à jour notre charte ESG. L'objectif, c'est de privilégier une démarche orientée vers l'intégration des critères ESG pour enrichir notre analyse financière et notre gestion. Donc, on ne fait pas de politique d'exclusion stricto sensu. On va exclure en revanche des sociétés qui ne respectent pas certaines normes ou conventions internationales. Quant aux secteurs qui sont les plus incriminés, à savoir charbon, tabac, on est de manière assez naturelle absent de ces secteurs parce que ce sont des secteurs qui subissent des ruptures assez importantes sans pouvoir apporter de réponse. Et typiquement, dans notre process de gestion, on va être absent de ce type de secteur. Donc, cette démarche d'orientation va continuer. La première étape qu'on souhaite mettre en place, c'est le sujet de la gouvernance. On a établi ce sujet-là comme un sujet clé pour Kirao, car c'est un sujet transversal qui s'adresse à l'ensemble des secteurs. Ça permet également de mieux qualifier la stratégie des sociétés, leur profil de risque, donc c'est très complémentaire à notre analyse financière un peu plus classique. Donc on a développé une matrice interne pour mieux qualifier la gouvernance des sociétés qui sont au portefeuille. Cette matrice repose sur 4 critères. L'analyse des organes de contrôle, donc l'indépendance du conseil d'administration et des comités exécutifs, la politique de rémunération des dirigeants, l'éthique des affaires et la défense du droit des actionnaires minoritaires. Donc cette matrice va nous servir de socle pour engager une politique actionnariale plus poussée envers les émetteurs, un engagement actionnarial. Dans ce cadre-là, on a également amendé notre politique de vote. On vote désormais de manière systématique à 100% des assemblées générales des sociétés qui sont en portefeuille. On va se faire accompagner par une société de conseil au politique du vote, Cox Invest. Et toujours dans le cadre de la gouvernance, les analystes, les gérants vont suivre. Certains ont déjà commencé à suivre cette formation, une formation spécifique à la gouvernance qui est conduite par Cox Invest toujours. On a également réalisé les empreintes carbone et reporting ESG des fonds. Alors, aussi bien multicap que small cap figurent parmi les mieux notés de leur catégorie. Ces fonds sont disponibles sur demande, donc n'hésitez pas à les demander si vous souhaitez avoir plus d'informations. Donc, je vais dire quelques mots rapidement sur l'équipe de gestion. Donc, c'est particulièrement le moment puisque Stéphane n'en a pas parlé, mais on va renforcer notamment sur les sujets d'ISR les équipes. Donc, on a un recrutement en cours sur ce type de travail. Sinon, l'équipe, pour ceux qui nous connaissent, nous sommes toujours 5 personnes sur la gestion des 3 stratégies. Un gérant, un fonds, donc multicap géré par moi-même et small cap par Saad, une grande complémentarité, un grand partage sur l'analyse qui résulte dans un overlap entre les 2 fonds de l'ordre de 25% environ. Et puis à mes côtés, Stéphane, donc spécialiste du secteur santé, Thomas, spécialiste sur les sociétés industrielles, et puis Bastien qui n'est pas là, qui participe à l'analyse sur le segment des small et mid cap. L'expérience moyenne est assez élevée puisqu'on est en moyenne à 15 ans d'expérience dans le domaine de l'analyse. Juste une slide rapidement pour vous présenter le track record sur une stratégie telle que Multicap. Donc, c'est une stratégie que je gère depuis 14 ans. En 2 grandes périodes de temps. La première de 7 ans entre 2006 et 2013 de manière ininterrompue sur le même fonds. Et de manière ininterrompue également depuis plus de 6 ans, depuis le 31 juillet 2014 sur Kirao Multicap lui-même. 6 mois d'interruption au milieu. On a un TRI qui est proche de 10% sur la part retail. Donc, c'est un point de repère assez important dont on reparlera ultérieurement lors de l'étude de notre process. Retenez bien 10% de rendement, c'est assez important et c'est très structurant dans notre process. Donc, on va faire un focus, comme on le disait, sur Multicap. Donc, on a mis quelques éléments en bref, quelques éléments chiffrés. Tout d'abord, la performance. Sur la part retail, le fonds est performant
de manière positive absolue sur l'année, avec plus 1,24%, ce qui fait environ 5 points de plus que l'indice de référence. On a bien résisté dans la baisse, puisqu'on est à moins 30 quand l'indice était près de moins 37, et on reste avec un haut niveau de performance, puisqu'on est supérieur à 10% en annualisé depuis la création, contre 6% seulement, un petit peu plus de 6%, 6,4% pour l'indice, avec une volatilité qui nous est favorable, puisqu'on est 20% inférieur environ à l'indice. Donc une année qui a permis de confirmer toutes les caractéristiques du fonds, résistance dans les fortes baisses et bonne capacité d'accompagnement dans les hausses. Donc quelques mots sur la philosophie rapidement, avant d'arriver à une explication par séquence de l'année, et puis une explication assez intéressante, je pense, des cas d'investissement emblématiques du Kiraos Multicap. Donc comme vous le savez, nous sommes indépendants. Qu'est-ce qu'on fait de notre indépendance? On a souhaité être indépendant pour être libre de fabriquer notre savoir, donc nos connaissances et notre mode d'action, c'est-à-dire notre process de gestion, notre manière d'utiliser ces connaissances en vue de faire de la gestion. Donc c'est très en lien avec le nom qu'on a souhaité donner à notre société, le sens qu'on a souhaité lui donner, plutôt faire la lumière sur. Et donc faire la lumière sur, c'est quoi pour nous? C'est en fait mener une analyse qui, in fine, révèle certains éléments qui vont nous permettre d'intervenir sur les sociétés dans un espace-temps qui ne sera plus celui du marché et qu'on va maîtriser. Donc toujours en fait aboutir à des actes de gestion qui seront faits avec de la maîtrise. Donc en termes d'analyse, ça se décline assez facilement. Vous voyez sur le pavé de gauche en bas, donc la qualité prime toujours sur la quantité en termes d'analyse. Donc elle est conduite dans la durée, c'est très important. Les analystes ne changent pas de secteur comme ça, ils capitalisent sur les connaissances qu'ils ont acquises dans la durée. L'univers d'investigation est naturellement restreint, puisque quand on essaye de travailler en profondeur, c'est chronophage, et donc on ne peut pas trop s'éparpiller. On parlera de l'univers plus précisément tout à l'heure. Évidemment, l'analyse est produite intégralement en interne, elle s'appuie essentiellement sur des informations primaires et elle intègre systématiquement des valorisations basées sur nos propres prévisions de résultats. Ces connaissances, on doit les utiliser. On n'est pas là pour faire de l'art pour l'art. Et la meilleure manière de les utiliser, c'est de se bâtir des repères tangibles et exploitables dans la durée. Et pour qu'ils soient exploitables, il faut qu'ils soient simples et qu'on s'en rappelle en permanence. Le premier principe qui préside à ce mode d'action, c'est de ne jamais oublier qu'un cours de bourse et des résultats, in fine, ont des trajectoires qui sont parallèles. C'est un principe extrêmement simple. Le plus dur, c'est de ne jamais l'oublier. On investit dans les sociétés donc sans élaborer de scénario de marché, ce que je disais tout à l'heure. On veut s'abstraire, on veut transcender le temps du marché qui n'est pas le nôtre. On veut intervenir sur un autre espace-temps. Ça, c'est très important. Nous, ce qu'on recherche, c'est des choses un peu plus éternelles et qu'on va pouvoir qualifier de manière très tangible. Ce qu'on recherche, c'est un TRI dans la zone des plus ou moins 10%. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le track record avec 10% autour était important, puisque titre par titre, c'est ce qu'on recherche. De ce fait et du fait qu'on a un univers qui est relativement restreint, qu'on creuse beaucoup, les sociétés qu'on a en portefeuille, notre turnover est faible, 40% en moyenne, donc un achat plus vente 40%, c'est-à-dire qu'on renouvelle le portefeuille en 5 ans, et des portefeuilles qui sont concentrés et donc lisibles du fait du faible turnover, puisque nos 10 premières lignes représentent au moins 40% de nos portefeuilles. Donc plus précisément sur l'univers, à gauche, vous voyez qu'on restreint notre univers à peu près 250 sociétés et on capitalise sur nos connaissances, les connaissances de l'équipe, sur certains secteurs qui sont privilégiés. Et donc, on a à peu près maximum 300 sociétés sur lesquelles on intervient, c'est notre univers d'investissement. Donc, toujours avec des modélisations des résultats et des valorisations qui sont réalisées chez nous. L'une des spécificités de Kiraos, je dirais, sur cet univers, pour rechercher ce TRI de l'ordre de 10%, on va chercher à identifier des périodes particulières dans la vie des entreprises. C'est des sociétés qui vont vivre une rupture importante. Donc, une rupture, c'est un changement majeur dans l'allocation du capital. Donc, ça va être
une opération de M&A en achat ou en désinvestissement, le cycle d'investissement d'une société, c'est-à-dire le moment où elle va investir en vue de récolter les fruits. Donc, bien appréhender ces deux phases qui sont très différentes de semences et de récolte. Les changements dans les marchés finaux qui sont souvent liés aux innovations de produits. Donc, les changements d'habitude de consommation, que ce soit en B2B ou en B2C. Les changements dans le management ou l'actionnariat qui sont plus classiques. On aime que ça intervienne sur une société solide, parce que la transformation a plus de chances d'être positive quand c'est le cas. Et évidemment, il ne faut pas que ce soit intégré dans la valorisation, sachant qu'on recherche des TRI de l'ordre de 10%. Donc, plus spécifiquement sur Multicap, une petite fiche d'état civil. Multicap, aujourd'hui, c'est 450 millions d'euros d'encours, majoritairement en France, un peu plus de 70%, c'est le niveau actuellement. On a 54 lignes en portefeuille, donc un portefeuille assez polarisé, donc avec des très très fortes convictions en haut et puis des lignes plus petites en bas, notamment sur la poche small cap pour tenir compte des contraintes de liquidité, et puis les lignes qui sont en cours de sortie ou qui viennent juste d'être investies, qui sont en cours de montée. Donc on le voit très bien sur le camembert à droite, un fonds concentré, comme on le disait, un top 10, 50%. Donc là, on est à un niveau assez élevé. Et sur 20 lignes, on a 3/4 du fonds. Avec des zones géographiques qui sont majoritairement la France. Et ensuite, on va avoir Allemagne, Benelux et Italie, essentiellement. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on va faire un peu plus sur Multicap. Donc, les chiffres, j'en ai parlé brièvement précédemment. Donc, une performance positive de 1,20 sur la part retail, un drawdown qui a été bien amorti de l'ordre de 20% par rapport à la baisse de 36-37%, et une volatilité toujours contrôlée puisqu'on est 20% en dessous de nos indices. Donc, on va voir rapidement les 3 séquences de l'année 2020 qui sont marquantes. Donc, en slide 18. Comme je le disais tout à l'heure, on a fait un premier séquençage, 1er janvier, 18 mars. 18 mars, c'est en point bas du marché. Il y a un amortissement de 20% de la baisse, puisqu'on a une baisse de 30 contre 37 environ. Si on regarde en sous-jacent ce qui a créé cette performance, on va dire qu'on a une poche de sociétés qui ont été plutôt sous-performantes et de manière assez forte et très logique. Ce sont les sociétés qui ont pâti du risque de crédit. Donc certaines, on le connaissait auparavant et on avait investi en raison de ce risque de crédit qui pour nous était surpricé. C'est le cas d'ABI notamment, donc ABI InBev, leader mondial sur le marché de la bière, et d'autres sociétés qui se sont révélées comme étant touchés par le risque de crédit. Évidemment, on les avait aussi identifiés, à l'exception de Capgemini, puisque Capgemini s'est révélé, entre guillemets, crédité d'un risque de crédit, excusez le jeu de mots, du fait d'une opération de M&A sur Altran qui les a contraints à débourser plus de cash que prévu, puisque Elliott finalement n'a pas conservé sa position. Étant donné la crise, Elliott a préféré encaisser le cash. Donc des performances qui sont quand même très très négatives sur cette catégorie, entre moins 47 et moins 67, donc pour 10% du fonds. Et puis à l'inverse, on a une pondération assez forte de 17% sur le secteur de la santé, qui lui a été positif, fort logiquement aussi, puisque les diagnosticiens notamment ont bénéficié, type bioMérieux, et des performances qui sont étagées entre plus 6 et moins 31, donc toutes supérieures à l'indice de référence, ce qui fait que l'un dans l'autre, on a surperformé l'indice, avec aussi un effet bénéfique à ne pas oublier de la position cash, puisqu'on avait 7,5% en moyenne sur cette période. Ensuite, donc on a évidemment assisté à un très très fort rebond du marché qu'on a bien accompagné. Alors on l'a terminé nous sur cette séquence au 30 septembre. Ça correspond, je dirais, à un rythme de marché, mais également à notre rythme propre, puisque le T4 a été un petit peu plus difficile. Donc voilà, on a surperformé le fort rebond, ce qui n'est pas une mince affaire, puisqu'on parle d'un rebond de près de 30%. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a été positif sur les lignes du portefeuille qui existaient, les lignes existantes du portefeuille qu'on a renforcées, puisque le cash a beaucoup baissé à cette époque.
un cash qui devait être autour de 1 à 2%, et puis plutôt négatif sur les lignes nouvelles. Donc on est clairement en phase de semence, on le voit, les lignes nouvelles dans le graphique, vous voyez les principaux détracteurs en bas à gauche, la partie de gauche. CUCV, Sodexo et Unibail sont des lignes nouvelles dans lesquelles on a investi. Donc on peut voir le côté positif, on le verra d'ailleurs pour certaines d'entre elles. Ce sont des lignes qui vont donner des résultats plus tard. Donc la dernière partie de l'année a été plus difficile. Donc on affiche un retard de 5 points par rapport à notre indice sur cette période de temps, ce qui ne nous a pas empêché de finir avec 5 points d'avance sur l'année au total. Mais on a beaucoup payé un risque spécifique en octobre, donc qui s'est matérialisé sur Sopra, SAP et Corian, puisque sur ces 3 titres, on a une contribution négative de 4 points, ce qui explique quasiment l'écart, et puis le secteur pharmaceutique a coûté 2 points. Donc on va faire un focus dans quelques minutes sur Sopra, sur Corian et sur le secteur pharmaceutique, donc sur ces éléments-là, pour voir comment on les a gérés et ce qu'on en attend sur l'année à venir. Malgré ces points de sous-performance, donc qui se sont notamment produits en octobre, on souhaite souligner qu'en novembre et décembre, le fonds a particulièrement bien accompagné la hausse, puisque 18,3 contre 20,6%. Donc, je vais laisser la parole à Stéphane, qui va évoquer avec vous le cas du secteur pharmaceutique. Qu'est-ce que ça nous a coûté, pourquoi et qu'est-ce qu'on en pense aujourd'hui? Oui, on a souhaité faire en effet un focus sur le secteur pharmaceutique qui représente à peu près 9% du fonds multicap aujourd'hui. Donc le secteur a pas mal sous-performé sur le T4, puisqu'il accuse un retard de 13 points si on compare l'Eurostoxx 600 Pharma à l'Eurostoxx 600. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le marché a très rapidement fait le pari d'une victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle américaine et d'un congrès démocrate, ce qui s'est vérifié aujourd'hui suite à la victoire du Sénat démocrate il y a quelques jours. Donc on sait que les démocrates sont plus enclins à faire une réforme du système de santé américain dans la mouvance de ce qu'avait pu faire Barack Obama avec l'Obamacare il y a quelques années. Donc pour cadrer un petit peu les dépenses de santé aux États-Unis, c'est 18% du PIB américain, ce qui est un chiffre colossal, puisque c'est 2 à 3 fois plus que le niveau moyen des autres pays de l'OCDE. Les médicaments représentent environ 10% des dépenses annuelles de santé. Donc c'est 350 milliards de dollars par an, ou plus de 1000 dollars par an par habitant. Donc les États-Unis sont vraiment les rois de la dépense en matière de santé et également en matière de médicaments. Donc une réforme paraît nécessaire. On parle du système Medicare, qui est le système de prise en charge des patients de plus de 65 ans aux États-Unis et qui avait été notamment mis en place par l'Obamacare. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est assez complexe le système de santé américain, mais on peut distinguer 2 parts en fait au sein de Medicare. La part B qui est la part retail, donc des médicaments de prescription qui sont disponibles en pharmacie. Sur cette part-là, les labos pharma semblent assez préservés d'une réforme potentielle parce qu'aujourd'hui, ce sont essentiellement les intermédiaires et les assureurs privés qui sont pointés du doigt du fait d'un système qui leur est très favorable avec des négociations de prix importantes auprès des labos et des commissions un petit peu sur toute la chaîne de remboursement. Donc, sur cette part-là, qui est la plus importante de Medicare, les labos semblent assez préservés. En revanche, sur la part Medicare part B, qui représente en fait les médicaments prescrits à l'hôpital, il pourrait y avoir la mise en place d'une réforme. On parle d'un alignement des prix sur un indice international qui serait composé de la moyenne des prix des médicaments aux États-Unis et de la moyenne des prix des pays de l'OCDE. Donc ça pourrait aller, on attend encore d'avoir plus de détails, mais on pourrait parler d'une baisse des prix de 30% étalée sur une plage de 4 ans. Donc c'est pas négligeable. Voilà, maintenant à voir si l'administration Biden souhaite mettre ce type de réforme en place rapidement. On peut penser quand même qu'avec la
crise sanitaire actuelle, il y a d'autres sujets de priorité avant de taper du poing sur la table contre l'industrie pharma, mais il est probable que pendant le mandat de Biden, une réforme voit le jour. Voilà, donc on a regardé un petit peu au sein des laboratoires pharmaceutiques en portefeuille quelle était la société la plus impactée. Donc c'est Roche qui est le plus exposé puisque le groupe réalise environ 30% de son chiffre d'affaires pharma sur la partie de médical. Parce que Roche vend beaucoup de produits en cancérologie notamment qui sont administrés à l'hôpital. Donc on a fait un calcul de voir ce que pourrait impacter une baisse des prix de 30% étalée sur 4 ans, avec un impact marge de 5 points pour la société, et donc ça induit une perte de valeur de l'ordre de 40 francs suisses. Donc voilà, donc là aujourd'hui on a 310 francs suisses, la société était à 350 francs suisses il y a quelques temps, on peut penser que c'est grandement intégré par le marché, voilà, mais on regarde avec attention la pression baissière sur le cours, et un cours de 270 francs suisses nous paraît aujourd'hui plutôt un point bas pour le titre Roche. Donc on va rester assez prudent sur le secteur pharmaceutique dans les semaines et mois à venir, parce qu'on souhaiterait évidemment avoir un peu plus de détails sur une réforme potentielle. Maintenant, il faut avoir en tête que ce sont les laboratoires se payent relativement peu cher. Hein, on est sur des niveaux de valorisation qui sont assez peu exigeants. En ce qui concerne Roche plus spécifiquement, même si le momentum court terme sera assez peu favorable parce que le groupe devrait guider de manière assez prudente sur 2021, il est impacté par des biosimilaires aux États-Unis, aussi l'impact de Forex avec la baisse du dollar. Le groupe présente des fondamentaux qui sont très solides à moyen long terme. C'est un des groupes qui a une qualité de pipeline la plus riche du secteur, avec de nombreux produits qui devraient sortir en cancérologie, en hématologie, en ophtalmologie. Le groupe est aussi présent dans le secteur du diagnostic, ce qui est un point fort dans le contexte de la crise sanitaire actuelle. Position de cash net, donc devrait repartir à l'assaut du M&A. Donc on reste assez confiant sur cette position, plus généralement sur le secteur. Voilà, mais on souhaite plutôt être prudent sur les 6 prochains mois. Alors, les exercices de bilan chez Kiraos, c'est souvent le moment de regarder les 10 premières positions, qu'est-ce qu'elles ont délivré comme performance, puisque ça représente cette année quasiment 50% du portefeuille. Donc, c'est toujours un moyen de vérifier la pertinence de notre méthode. Est-ce qu'on est capable de mettre devant les meilleurs performeurs les plus gros poids possibles. Donc, nous, on aime bien regarder. Alors, il y a plusieurs manières de mesurer cela. On peut le regarder par rapport à un indice de référence. Est-ce que ces lignes ont surperformé l'indice de référence? Nous, ce qu'on préfère, c'est encore aller au-delà, c'est de regarder si ça a surperformé la performance du fonds. Donc, est-ce que ces lignes ont un effet de relution sur notre propre performance? Sachant que notre propre performance, cette année, elle est supérieure, et nettement supérieure, puisqu'elle est de 5 points sur la part retail par rapport à notre indice. Donc la réponse, en fait, elle tient dans le petit tableau qui est sur la droite. Donc on a fait des calculs de contribution et on a regardé si ces lignes étaient relutives ou dilutives par rapport à notre propre performance et dans quelle mesure, avec des petits carrés qui représentent de mémoire 0,5 points de relution ou de dilution par petit carré. Et bien, elles le sont. Donc, les 10 premières lignes sont globalement relutives sur notre performance. Alors, notre performance non chargée serait quasiment de 6%. Donc, elles ont une contribution qui est supérieure à 6%. C'est-à-dire que si on prend le 3,8 qu'on voit globalement en contribution dans le tableau, on le fait pour 50%. Ça veut dire qu'on serait à pas loin de 8% si on avait été full invest, c'est ça Thomas, sur le fonds en performance brute, évidemment. Mais ce qui nous rendrait encore surperformant par rapport à notre propre surperformance, sachant en plus qu'il y a une ligne qui nous pénalise de manière un peu particulière, c'est Oeneo, puisque Oeneo avait fait l'objet d'une OPA en fin d'année 2019, période d'OPA qui s'est poursuivie sur le début de l'année, et cette OPA n'a pas été successful, c'est-à-dire que
trop peu d'actionnaires ont apporté leur titre, dont nous. Donc, on était très contents qu'elles ne réussissent pas, mais techniquement, mécaniquement, évidemment, le cours a reflué et ça a créé un point de contribution négative. Donc, on aurait été encore beaucoup plus surperformant. Ensuite, ce qui est important de regarder pour les perspectives, c'est dans quoi on a réinvesti et est-ce que ces réinvestissements sont productifs de performance à l'heure actuelle et sinon, évidemment, on espère qu'ils vont l'être sur le futur. Donc, ça donne un indicateur du dynamisme de performance potentielle sur le futur. Donc, on a fait 7 entrées principales qui représentent aujourd'hui 16,5% du fonds. Donc, ce sont les lignes dans le tableau en bas à droite qui sont colorées. Donc, il y a 34% de gros renforcements. On a fait des gros renforcements sur Alstom, sur Corian et sur AB InBev. Des 34% que vous voyez dans la deuxième colonne, il faut enlever les poids pour avoir le poids réel des nouvelles lignes, qui sont 16,5%. Juste pour donner un petit peu d'ordre de grandeur, quand je dis que le turnover est de 40% achat plus vente, ça veut dire qu'il y a 20% de vente pour faire 20% d'achat. Et en général, c'est des ventes et des achats qui se font sur des titres déjà en portefeuille. Donc là, 16,5, ça va se comparer à 20%, mais uniquement sur des entrées. Donc c'est dire que 2020, ça a quand même été une année importante pour nous pour les entrées. Et aujourd'hui, ce qu'on remarque, donc on a toujours le même petit tableau avec les petits carrés roses ou verts. Ce qu'on remarque, c'est que la révolution par rapport à notre propre performance est faible sur ces lignes-là. Donc pour nous, du fait qu'on les a rentrées, évidemment, c'est qu'on a un potentiel intéressant sur ces lignes-là, que ce soit les lignes rentrées ou les lignes fortement renforcées comme Alstom ou Corian. Et je rappelle, Alstom, c'est la première ou deuxième ligne, ça dépend des jours, et Corian, c'est la troisième. Donc pour la bonne forme, on vous a mis aussi quelques petites sorties qui étaient essentiellement techniques, notamment il y a des opéras tels que Altran ou Evolis. On a choisi de faire la lumière sûre, comme notre nom le sous-entend, sur 2 cas très emblématiques, très importants, puisque c'est notre troisième ligne, Corian et Sopra, notre première, Execo et Alstom. Donc, je vais laisser Stéphane parler de Corian et moi-même, je poursuivrai avec Sopra pour vous montrer la manière dont on mouvemente nos lignes pour créer de la valeur. Donc, Corian, pour ceux qui ne savent pas, c'est le leader français des EHPAD, donc des établissements, des résidences pour personnes âgées médicalisées. Donc, comme vous en doutez, le secteur a été directement confronté à la crise sanitaire, du fait de la population fragile et très âgée dans les établissements. C'est au-delà de 85 ans de moyenne d'âge. Corian d'autant plus parce que le groupe a une position géographique de ces établissements assez concentrés dans le Grand Est et en Île-de-France, les 2 régions les plus touchées au moment de la première vague. De nombreux articles, reportages ont relayé les situations difficiles des établissements de Corian, ce qui a fait naître un sentiment de manque de préparation et de réactivité à la crise. Donc le cours a corrigé de manière importante, plus de 40% en quelques semaines au mois de mars-avril. Autant que certaines valeurs cycliques. Sur la période février 2020, janvier 2021, il perd encore 20% et il accuse un retard de 14 points par rapport au CAC All Tradable. Maintenant, pour autant, si on se concentre sur l'opérationnel seul, l'activité de Corian était particulièrement résiliente, puisque à l'issue des 9 premiers mois d'année, le groupe affichait une croissance organique de 1%. Les marges ont été assez peu pénalisées. Le groupe a pu bénéficier d'importantes compensations qui vont se prolonger sur la deuxième partie de l'année et également au début de l'année 2021. Et la guidance 2021 indique une croissance de plus de 5%, dont environ 1% de croissance organique, tandis que la marge opérationnelle devrait être autour de 13,2% contre 14,8% en 2019. Donc, ça reste extrêmement solide. Les fondamentaux du secteur, malgré la crise, n'ont pas été impactés. En fait, ils bénéficient toujours
d'une offre de lit inférieure à la demande de résidents. Donc évidemment, on a un taux d'occupation qui est un peu faible, qui est un peu sous pression, compte tenu que les nouvelles entrées se font plus difficilement, souvent du fait d'une réserve des familles principalement, mais on s'attend à ce que les taux d'occupation des établissements remontent progressivement en 2021. Donc voilà, pas d'inquiétude sur les fondamentaux du secteur. Par ailleurs, le groupe a profité de cette période pour poursuivre sa stratégie de build-up et de M&A. Il a acquis notamment un groupe présent dans les cliniques psychiatriques, un métier à plus forte marge que les EHPAD. Il a récemment externalisé une partie de son parc immobilier. L'immobilier, justement, c'est aussi un aspect résilient du secteur parce que contrairement aux centres commerciaux, aux bureaux, les immeubles de santé offrent des loyers quasi garantis. Donc, ils offrent une résilience très forte. Et les dernières transactions menées par le groupe extraient des taux de capitalisation toujours plus intéressants, ce qui marque plutôt une hausse de la valeur de l'immobilier. Donc voilà, Korian, comme je le disais, va continuer à faire du M&A. Il dispose d'une enveloppe de plus de 600 millions d'euros pour faire de la croissance externe, ce qui va lui permettre d'afficher une croissance de l'ordre de 8 à 10% sur les prochaines années. Donc on veut environ la moitié en croissance organique. Ce qui est intéressant, c'est aussi le modèle économique que prône le groupe, contrairement à d'autres acteurs. Korian veut avoir une approche one-stop shop assez différenciante par rapport à son concurrent plus direct, Orpea, puisque le groupe ne vise pas uniquement à avoir une position très forte dans les EHPAD, mais souhaite se développer dans les cliniques, donc soins de suite et aussi psychiatrie, mais également les résidences-services et le domicile. Donc l'idée, c'est de pouvoir cibler la réserve de résidents potentiels la plus importante possible. On a également profité de cette période pour mener plusieurs entretiens sur la manière dont le groupe s'était organisé pendant la crise et sur la gouvernance. Donc en fait, dès le mois de février, Korian a mis en place un plan de vigilance épidémie au sein de l'ensemble de ces établissements qui visait à contrôler les entrées en EHPAD, donc évidemment les résidents, mais aussi le personnel soignant, les fournisseurs, et signaler tout résident présentant les symptômes. Donc ça, il y a un plan qui a été déployé assez rapidement en février. Au niveau de la gouvernance, le groupe a mis en place un comité ad hoc avec les différents responsables des différents comités présents au conseil d'administration, ainsi que les 2 médecins qui figurent au conseil d'administration. Donc, le rôle de ce comité ad hoc, c'était de pouvoir superviser les principaux indicateurs, l'évolution de la gestion des stocks, des tests de diagnostic, des protocoles de prise en charge des patients, afin de pouvoir réagir au plus vite au sein des établissements qui présentaient des manques. Enfin, un peu plus récemment, le groupe a mandaté Bureau Veritas pour réaliser l'audit de conformité hygiène de l'ensemble de ces établissements. C'est un audit qui a été totalement réalisé aujourd'hui. Donc des points plutôt positifs dans la gestion de la crise. Maintenant, il y a encore quelques sujets, notamment l'organisation très verticalisée du groupe, puisque en fait les directeurs d'établissement doivent reporter à des directeurs régionaux qui eux-mêmes doivent reporter à des directeurs opérationnels qui reportent au directeur médical, éthique et affaires réglementaires. Donc il y a des couches hiérarchiques qui sont très très importantes et qui marquent une certaine culture d'entreprise. Un point plus de gouvernance sur le fait que le conseil d'administration ait nommé récemment son président âgé de 68 ans. Donc ça nous paraissait un petit peu étonnant de voir la nomination d'une personne âgée de 68 ans, celui qui était parti avec 70 ans. Donc on peut déjà se poser la question de sa succession. Et un sujet un peu plus fondamental au secteur, le turnover qui est structurellement élevé, même si sur ce point-là, Korian fait mieux qu'Orpea. Un taux de turnover de l'ordre de 19%, qu'Orpea est au-dessus des 20%. Au niveau valorisation, la manière dont on a l'habitude de valoriser les groupes des maisons de retraite,
C'est la méthode OPCO-PROPCO qui consiste en fait à séparer la partie immobilière et la partie opérationnelle. Donc la partie immobilière est celle qui va être retenue au bilan. Elle est réalisée par des groupes experts tous les 6 mois, donc elle est remise à jour. Donc c'est une valeur assez fiable du marché. Quant à la partie opérationnelle, on va prendre l'EBITDA et on va le corriger des loyers hypothétiques, à savoir comme si le groupe externalisait 100% de son parc immobilier auprès d'une foncière, qui paierait des loyers en conséquence. Et on applique un multiple à cet EBITDA corrigé. Donc si on raisonne un petit peu à l'envers et voir un petit peu la capitalisation boursière aujourd'hui de Corian, ce qu'elle implique comme multiple de cette valeur opérationnelle, de cette valeur OPCO, on voit que le cours actuel de Corian traduit un multiple inférieur à 10 fois cet EBITDA corrigé, tandis que le cours d'Orpea traduit un multiple de 14,5 fois cet EBITDA corrigé, ce qui fait une décote supérieure à 30%, ce qui nous paraît excessif. Donc on joue évidemment la réduction de cette décote. Voilà, on ne dit pas que les deux groupes sont une exécution similaire, mais on trouve que c'est une décote qui est bien trop importante. Si sur un plan plus absolu, si on appliquait un multiple de 12 fois, qui nous paraît un multiple correct pour valoriser un secteur qui présente quand même des atouts de résilience et un profil assez défensif, ça nous conduit à un objectif de cours de 44 €. Donc, à comparer un cours de l'ordre de 32 € aujourd'hui, soit un TRI de plus de 15% à un horizon de 18-24 mois. Donc, on reste très confiant sur la société. Merci Stéphane. Donc effectivement, Corian, c'est notre ligne numéro 3 dans le fonds, avec 6%, avec un TRI qui effectivement sur les prochaines années devrait être de l'ordre de 15% selon nous. Une autre ligne qui est très très forte et qui est encore plus emblématique de notre gestion, je dirais, c'est Sopra. Donc Sopra, pourquoi c'est emblématique? Parce qu'elle est dans le top 10 depuis 2015. C'est une société que je connais depuis très longtemps, puisque je la suis depuis 17 ans maintenant. Donc ça veut dire que j'ai 17 ans de compte trimestriel rentré dans mes fichiers, avec toutes les notes qui vont avec. Donc pourquoi on a souhaité la regarder? Donc, parce qu'on la connaît depuis longtemps, on a aussi quelques questions. Et donc on a fait le point sur la valeur apportée, la contribution que cette société a apportée à notre performance. Donc, ce qui ressort et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que pour une progression de 27% sur la période 2016, fin 2015 à fin 2020, donc une progression de 27%, pour nous, ça a fait beaucoup plus puisque en fait, on a remarqué qu'on avait une évolution par rapport à notre propre performance de cette ligne, c'est-à-dire que si on prend l'histogramme totalement à droite, vous voyez le plus 6 sur la petite partie bleue. En fait, ce plus 6 se rapporte au plus 70 qu'on a fait sur la période sur le fond, depuis fin 2015. Fin 2014 plutôt 2015. Fin 2015. On part de VF100 à fin 2015. Donc, on fait 70% sur la part non chargée du fonds. Sur cet horizon de temps, on rapporte 6 sur 70, et 6 sur 70, c'est 8% de la performance du fonds, à comparer à un poids de 6,7. Donc, mécaniquement, la société apporte plus que son poids, donc elle est évolutive. Et non seulement elle est surperformante par rapport à notre propre surperformance, mais en plus, on le voit, on a une surperformance qui est très très élevée puisque l'indice n'est qu'à 132. Donc l'apport est indéniable de la ligne et donc on va voir pourquoi, avec une société qui ne fait entre guillemets que 27% sur la période, on arrive à faire une contribution qui la met bien au-dessus des 70% qu'on est capable de faire. Donc en fait, tout tient dans ce graphique qui est assez complet. Donc on a voulu vous mettre l'évolution du cours de bourse de Sopra, donc c'est la partie bleutée pleine, avec les évolutions de pondération, et notamment les pondérations retraitées de la performance, qui sont très intéressantes pour voir la dynamique des mouvements.
Donc, l'histoire de Sopra était un peu heurtée, mais avec des raisons toujours assez faibles, je dirais, au plan fondamental, très très peu impactantes au plan fondamental et beaucoup plus impactantes au plan boursier. C'est d'ailleurs pour ça qu'il nous a semblé qu'on pouvait en tirer de fortes opportunités avec peu de risques. Alors, je veux aussi dire que si on peut intervenir avec autant de force, autant de certitude sur une société comme Sopra, c'est aussi lié au fait du business, du positionnement d'une société telle que Sopra, puisque c'est une SS2I, donc c'est des sociétés qui sont en légère croissance, relativement régulière, même si on peut dire qu'elles peuvent subir des effets de cycle, mais sont quand même en croissance la plupart du temps et très résilientes, avec une capacité d'adapter leurs coûts aux charges d'activité, puisque ce sont des activités essentiellement humaines. Donc la première période, c'est la période du Brexit, c'est en juin-juillet 2016, avec une forte baisse du GBP et donc une crainte aussi sur l'activité anglaise. Donc la baisse du GBP, on avait calculé l'impact qui est très théorique, c'est moins de 5% sur le cours de bourse. De mémoire, on avait baissé de 28%, c'est ce qui est noté. Et puis sur l'activité, un impact qui était mécaniquement nul, puisque ce sont essentiellement des activités d'infogérance qui sont menées au Royaume-Uni, donc des activités stables avec des contrats longue durée. Voilà, donc il nous a semblé que c'était très propice pour renforcer. Donc on le voit très bien là où Thomas a mis la pastille rouge, en fait. Donc le cours a beaucoup baissé et le poids retraité de la performance a beaucoup monté. Donc, on a profité de cette baisse pour monter la pondération. Ce qui est plus intéressant ensuite, c'est en phase 2. Donc, après un moment de stabilité voilà, le titre a baissé sur le Brexit, il a un petit peu remonté, il est assez stable un bon moment, jusqu'au début de l'année 2017. On a une très très forte remontée du cours de bourse. Peut-être que Thomas peut vous la montrer en suivant la ligne. Donc là, on a une très très forte remontée. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir le travail qu'on est en train de faire pour baisser le poids de la ligne, retraiter de la performance. On voit que c'est très très net. Pourquoi on fait ça? En fait, c'est notre méthode de gestion. On se fixe des objectifs de cours, on se fixe des poids cibles en cas d'atteinte d'objectifs de cours et on a une règle graduée qu'on met en place tous les euros, tous les 2 euros. On baisse mécaniquement la pondération. Et bien nous en a pris puisque derrière, on a eu un profit warning et là, vous voyez la partie bleue pleine, une très très forte baisse, c'est une falaise. Donc elle est intervenue de mémoire en octobre sur le T3, le frais T3 de 2018, avec une baisse de l'ordre de 36%. Donc c'est marqué à gauche dans le petit paragraphe numéro T3. Et là encore, ce profit warning, il ne consistait que dans une baisse d'une activité qui représente à peu près 10% du chiffre d'affaires, plus en profit. Mais les révisions en baisse, selon moi, c'était de l'ordre de 15% dans mes propres prévisions, contre une sanction de moins 36. Donc on est fortement, voire très très fortement intervenu. Donc on le voit là encore, le poids retraité de la performance monte très 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 fortement. Et puis, de la même manière, le cours a fini par suivre et a beaucoup progressé. Et nous, on a commencé à se désengager avec un poids haut qui a été atteint en milieu de période numéro 4. Et vous voyez qu'on se désengage, donc toujours avec les mêmes tenants méthodologiques. Et donc, on s'était désengagé, y compris pré-Covid, sur janvier 2020. Et quand le Covid est arrivé, on a légèrement renforcé, mais c'était un risque spécifique. Donc, il y avait aussi d'autres choses à renforcer dans le fond, sachant qu'on avait déjà un poids assez élevé. Et puis, au troisième trimestre, on a une baisse que vous voyez très très forte, encore dans la période 6. Donc, une grosse baisse liée à un T3 légèrement inférieur sur un plan purement nominal, puisque quand on essayait d'expliquer ce petit écart par rapport aux attentes, on avait des explications extrêmement convaincantes qui étaient mécaniques, qui étaient liées aux prises de congés qui avaient été décalées, qui avaient été très fortes sur l'été du fait du Covid. C'est un effet complètement non reproductible, qui est plutôt à mettre au crédit de Sopra, qui n'avait pas forcé au T2 ses salariés à prendre des congés.
et qui par ailleurs, je tiens à signaler, a eu très peu recours aux aides du gouvernement sur le chômage partiel, puisqu'ils ont eu que 4 millions d'aides sur le T2 pour des charges trimestrielles de l'ordre de 750 millions d'euros sur les salaires. Donc c'est à noter. On en a un peu profité pour renforcer. On avait un poids assez élevé, donc on a un petit peu renforcé à ce moment-là aussi. Et puis aujourd'hui, pour moi, en fait, pourquoi on en a autant? C'est tout simplement qu'on en aurait moins si elle était à 200 euros, en fait, mais elle ne veut pas monter à 200 euros. C'est ça son problème. Et c'est un problème, mais en fait, ce sont des opportunités parce que moi, je pense que ça vaut toujours autour de 200 euros. Hein, notre objectif à 18-24 mois de l'ordre de 180 euros. Pourquoi ça vaut ce prix? Pour plusieurs raisons. Parce que c'est une société qui a connu des toutes petites difficultés pour certaines exogènes. La seule endogène, c'était un profit warning et je pense qu'elle est sur la route pour réaliser ces 400 millions d'euros de résultats d'exploitation à horizon 1 an, 2 ans, probablement 2 ans pour faire 400 millions d'euros. Aujourd'hui, on va être dans la zone petitement des 300 millions d'euros, donc c'est aussi une très très belle résistance. Et tous ces éléments exogènes, souvent mal interprétés, ont créé une forte décote sur le titre. Donc c'est déjà une résorption de la décote et on va acter du fait que cette société va faire 400 millions d'euros. Et 400 millions d'euros, c'est une société qui vaut sans problème 10 fois ce chiffre. Et si on retraite de la dette, on va très très vite sur une valorisation de l'ordre de 170-180 euros. Donc tout ce travail-là, on peut le faire, comme je disais, sur une société de ce type de profil de risque, une volatilité relativement maîtrisée du chiffre d'affaires, une capacité très très forte d'ajustement de ses coûts, avec par ailleurs des positions extrêmement fortes sur ces zones géographiques et sur ces métiers. Voilà. On ne peut pas se permettre de faire ce genre de choses sur n'importe quelle ligne, et c'est là qui est très important, que rentre en ligne de compte en fait notre culture du risque chez Chiaro, qui est très très forte. On ne peut pas faire ce genre de choses avec tout type de société parce qu'on ne prendrait pas du tout le même risque. Donc les grands messages en conclusion de l'année sont relativement simples. On a pu vérifier les grandes caractéristiques qu'on connaît, que vous connaissez pour un bon nombre d'entre vous, de notre fonds multicap. Donc c'est un stock picking qui est protecteur en cas de baisse. On l'a vu avec l'amortissement du drawdown en début d'année, et puis un bon accompagnement des hausses. Un turnover qui est faible, certes, ça vous le saviez, mais on a vraiment tenu à vous montrer qu'on avait un savoir-faire réel de travail sur les prix et qui crée de la valeur. Parce que je répète encore une fois, sur Sopra, il faut avoir en tête 2 chiffres. 27% de performance du titre Sopra entre fin 2015 et fin 2020. La contribution est la même que si cette société avait fait plus de 70% de performance. Donc ça veut dire qu'on a fait largement plus que doubler grâce à notre travail sur les pondérations au bon moment sur cette société. Et pourquoi on est capable de le faire? C'est pas parce qu'on est des traders, c'est parce qu'on connaît parfaitement la société et on sait qu'on peut le faire sur ce profil de risque. On ne peut pas faire ça sur tous les profils de risque. Et puis enfin, des perspectives qui me semblent assez intéressantes, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, on a rarement autant fait de nouvelles entrées dans le portefeuille que cette année, puisqu'on est quasiment à 17%. En général, on a 20% en moyenne de travail à la fois sur les entrées et sur les prix. Donc, on a plutôt et puis on a fait des gros renforcements aussi. Donc, on a plutôt une année riche en nouveaux noms, en nouvelles histoires, je dirais, et qui n'ont pas délivré, comme on l'a montré aussi, tout leur potentiel. Donc, en conclusion, je dirais sur notre philosophie et notre méthode. Donc, notre philosophie, je rappelle, c'est faire fructifier notre indépendance par une production de savoir et d'un mode d'action qui nous sont propres, et notamment dans un temps qu'on maîtrise. Ça, c'est très, très important. Notre analyse fait primer la qualité sur la quantité. Donc, elle est profonde, elle est exercée dans la durée. Et ces connaissances, on veut pouvoir s'en servir. On ne fait pas ça, c'est pas de l'art pour l'art. On veut qu'elles soient exploitables. Et donc, on s'est évertué de faire naître des repères tangibles et exploitables. Donc, par repères tangibles,
J'en viens à la méthode, c'est une approche qui est absolue, donc qui transcende les périodes de marché, qui transcende les modes. Nous, ce qu'on cherche, c'est 10% de rendement par an autour. Et donc, pour cela, il faut appréhender les sociétés de manière fine et profonde, mais également dans des moments particuliers qui sont des moments de rupture dans leur vie, comme j'en ai parlé, notamment de M&A, de cycle d'investissement, etc., qui sont propices à un surcroît de rendement et surtout qui sont propices aussi, quand on analyse bien, à une asymétrie qui fait qu'on ne prend pas plus de risques pour plus de rendement. Tout cela s'appuie évidemment sur une équipe solide. Nous sommes 5 personnes très expérimentées, on a 15 ans en moyenne, et puis on a des track records qui commencent à être assez longs, avec des résultats qui sont, je pense, dans la bonne moyenne, puisque sur la stratégie longue, depuis plus de 6 ans, on a plus de 10% par an, contre 6,4% pour notre indice, avec toujours une volatilité qui est 20% inférieure à notre indice. Donc notre objectif, en résumé, c'est toujours de pouvoir dégager sur la durée un rendement qui va être dans la zone large, pas spécialement d'ailleurs, de 8 à 12%, et on espère qu'on saura le faire encore longtemps. Voilà, donc nous sommes disponibles pour vos questions.